Bonsoir encore, ici Jean-Faustin Luembe de la famille Nous marchons par la foi. Ça se dit en anglais, we are walking by faith, guys. So, je vais encore vous parler aujourd'hui ce soir de Ethereum, n'est-ce pas? Qui depuis son merge, n'est-ce pas, depuis sa transformation pour de la proof of work pour la proof of stake, n'est-ce pas? Qui veut simplement dire quoi? En proof of work, c'était des ordinateurs qui validaient en fait les blocs. Et là maintenant, dans le proof of stake, ce sont des personnes ayant suffisamment de pièces d'Ethereum qui valident, n'est-ce pas, les blocs. Maintenant, on voit que Ethereum est le deuxième mondial, n'est-ce pas? Mais depuis la chute du Bitcoin, n'est-ce pas, un peu plus bas des 20 000 $, Ethereum aussi a un peu chuté et toujours sur la barre de 1300 et quelques, comparément à quelques mois où c'était aux alentours de 2000 $ et quelques. Vous allez comprendre que beaucoup de choses sont en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que bien que nous assistons à, n'est-ce pas, nous assistons à un changement par rapport au merge. Vous pouvez remarquer que maintenant, le total supply de Ethereum va aux alentours de 122 millions. Avant, c'était illimité, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à Ethereum. Les choses se disent par rapport à Ethereum, par rapport au fait que, vous voyez, est-ce que Ethereum est encore centralisé ou du moins est encore décentralisé? Parce que là, nous assistons à une décentralisation, censée être décentralisation, mais on voit que cela est en train de se transformer à une centralisation parce que ce n'est pas tout le monde qui a assez de pièces pour être validateur. Donc, je vais vous laisser regarder la suite avec mon mentor, avec Asher, n'est-ce pas, Owen Simoni, qui va vous interpréter ce que je suis en train de dire. C'est très important, les amis. Merci encore et regardez la prochaine vidéo pour pouvoir en savoir plus de ce que je suis en train de dire. Restez câblés. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sans le savoir, Ethereum a réalisé la plus grosse mise à jour de son réseau en passant du Proof of Work au Proof of Stake, c'est-à-dire le consensus qui permettait de rajouter des nouveaux blocs à la blockchain et de garantir l'intégrité du réseau. Pour ceux qui veulent plus de détails techniques, je vous ai fait une vidéo sur le sujet juste avant que cette mise à jour arrive. Vous pouvez la consulter, elle s'affiche à l'écran, mais elle est également dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les risques de centralisation. Vous le savez, l'un des enjeux majeurs pour Bitcoin ou pour Ether, c'est la décentralisation du réseau, c'est-à-dire que le réseau soit gouverné par l'ensemble de ses utilisateurs et des personnes qui le sécurisent et non pas une entité comme une entreprise ou un gouvernement par exemple. La mise à jour d'Ether vers le Proof of Stake peut remettre en cause et peut apporter de vrais dangers de centralisation. Il y a 3 problématiques principales que l'on va aborder dans cette vidéo. Le seul petit rappel qu'il faut faire, c'est que en Proof of Work, c'était des ordinateurs qui fournissaient une puissance de calcul et qui venaient proposer de nouveaux blocs qui venaient s'ajouter à la blockchain. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Ce sont des validateurs qui viennent justement exercer ce Proof of Stake, cette preuve d'enjeu. C'est-à-dire que les validateurs ont bloqué des Ethers, en l'occurrence 32 Ethers par validateur, donc un serveur informatique, qui vont mettre à jour et proposer ces blocs. Mais du coup, il y a 3 grandes façons possibles pour vous qui avez des Ethers de participer à la sécurisation de ce réseau. Soit vous avez 32 Ethers et je vous le souhaite et vous pouvez fournir la preuve d'enjeu, c'est-à-dire les 32 Ethers en donnant l'accès à un serveur informatique pour sécuriser le réseau, soit vous n'avez pas 32 Ethers et vous allez devoir participer à travers une pool. Il y a 2 types de pools. Les pools qui sont dites centralisées, qui sont des plateformes d'exchange comme Binance, Kraken, Coinbase. Vous allez déposer vos Ethers. La plateforme, elle, va faire des nœuds, que ce soit avec vos 32 Ethers ou avec, pourquoi pas, 16 des vôtres et 16 d'un autre utilisateur, en les mettant ensemble, en commun, dans une pool. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec notre société française Just Mining.
soit vous allez passer par un autre type de pool qui s'appelle des pools de liquidité. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer par une plateforme centralisée, une entreprise qui va récupérer vos Ethers et qui va faire ce travail. Vous allez directement apporter vos Ethers à un protocole qui lui va monter des nœuds et va vous redistribuer un token liquide. Je vous donne l'exemple très simple. 4 utilisateurs différents apportent 8 Ethers. La plateforme, le protocole récupère ces 32 Ethers pour monter un nœud et quand les 32 Ethers sont bloqués dans ce nœud et commencent à générer des intérêts, la plateforme va redistribuer 8 Ethers liquides qui peuvent avoir des noms différents en fonction de la plateforme. La plus connue, c'est Lido, qui distribue des ST Ethers, qui sont d'autres types d'Ethers, qui vont naturellement prendre de la valeur au prorata des intérêts que vous génère votre vrai validateur que Lido aura monté pour vous. Mais du coup, ça vous permet, pendant que vos Ethers sont bloqués sur la blockchain principale, d'avoir un Ether qui lui est dit liquide, que vous pouvez envoyer, recevoir, échanger, et également faire de la finance décentralisée avec pour augmenter votre rendement. Naturellement, quand les Ethers seront débloqués par la Beacon Chain, qui est la chaîne principale, parce que je rappelle que pour l'instant, ceux qui ont staké leurs Ethers ne peuvent pas les récupérer, d'où l'intérêt d'avoir des Ethers liquides, toute personne ayant un ST Ether pourra venir réclamer un Ether à ce moment-là. Beaucoup de gens me demandent quand c'est exactement. J'ai pas la précision, tout ce qu'on sait c'est que c'était à peu près 6 mois après la mise à jour The Merge qu'on s'attendait à pouvoir les retirer, c'est-à-dire dans à peu près 5 mois lors d'une prochaine mise à jour qui s'appellera Shanghai. Maintenant que vous avez compris tout ça, vous savez donc qu'il y a des Ethers qui sont bloqués et il y a naturellement des validateurs un peu partout dans le monde qui viennent garantir la sécurité du réseau Ether. Et c'est à ce moment-là que quelques problématiques se sont dessinées dans l'écosystème Ether. Alors aujourd'hui, quelles sont ces 3 problématiques? La première problématique, c'est le fait que sur les 435 000, 440 000 approximativement validateurs sur le réseau Ether, à l'heure où je vous parle, c'est seulement 5 entités qui gèrent 64% de ces Ethers. Mais qu'en est-il vraiment? Je vous affiche à l'écran des informations qui proviennent du rapport Nansen. Si on se réfère à ce rapport, fourni par Nansen, qui est une entreprise d'analyse d'informations de la blockchain, début septembre 2022, plus de 60% des Ethers étaient donc gérés par 5 entités, parmi lesquelles Lido compte à lui seul, comme vous pouvez le voir, 31% des Ethers stakés. On retrouve également des exchanges majeurs comme Coinbase, Binance et Kraken qui combinés représentent également un tiers du réseau. En faisant ce constat, on peut se poser de vraies questions sur la décentralisation réelle du réseau Ether, et c'est d'ailleurs le constat de Martin Koppelman, l'un des cofondateurs de Gnosis. Gnosis qui est un outil qui permet dans la blockchain de créer de la multisignature. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez plus de détails. En disant que dans les 1000 derniers blocs, 42% d'entre eux, c'est-à-dire 420 blocs, auraient pu être validés uniquement par des validateurs qui sont chez Lido et chez Coinbase. Et ça pose problème. Alors en soi, rien d'étonnant. Quand on voit les proportions des validateurs, se dire que du coup, en fonction de la taille qu'ils ont sur la pool, qu'ils pourraient valider théoriquement ce nombre de blocs à travers 1000 transactions, n'est pas vraiment surprenant. Là où ça pourrait poser problème, c'est s'il y a des agrégats de validateurs qui pourraient choisir délibérément de valider certaines transactions et d'en refuser certaines autres. Car en effet, les validateurs peuvent décider d'en inclure ou d'en exclure lors de la proposition des nouveaux blocs. Un risque de censure n'est donc pas négligeable, sachant qu'à la base, c'est l'objet même d'une blockchain décentralisée de se prémunir de ce genre de dérive. D'ailleurs, il faut qu'on parle du MEV Boost. C'est quelque chose que peuvent décider d'activer ou non les validateurs, et on sait que dans ceux qui l'ont activé, certains respectent les recommandations de l'OFAC. L'OFAC, c'est l'Office of Foreign Asset Control, qui donne certaines recommandations en interdisant certains flux financiers ou non, et en recommandant de ne pas les traiter. Quand l'OFAC va sanctionner une adresse dans la blockchain, certains validateurs peuvent donc décider de suivre cette recommandation et de ne pas traiter les transactions de ces adresses. Et donc naturellement, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si Lido venait à demander à toutes les personnes qui ont des validateurs chez Lido d'inclure justement ce genre de restrictions. Là, ça poserait problème. Alors évidemment, ce serait rendu public, évidemment, il y aurait très rapidement un débat, et comme le réseau reste transparent, on en aurait très rapidement le cœur net. Mais le fait que ce soit ne serait-ce que techniquement possible pose déjà une question morale. On va quand même nuancer tout ce que je viens de dire avec le fait que ces validateurs, même chez Lido, sont opérés par énormément d'entreprises. Si Lido, qui gère 31% des nœuds du réseau Ether aujourd'hui, voulait proposer certaines restrictions sur les blocs, il faudrait que ce soit techniquement opéré et mis en place par les différentes entreprises qui opèrent les validateurs au nom de Lido. En effet, je vous affiche un nouveau graphique sur le nombre de validateurs Ethereum. Il n'y a pas qu'une seule entreprise qui gère l'intégralité de ces serveurs informatiques. En effet, concentrons-nous sur la première ligne de ce graphique. On a effectivement dit que Lido représentait presque un tiers des validateurs sur le réseau Ether. Mais quand on regarde le détail en dessous, on se rend compte que Lido détient bel et bien ces Ethers,
a bel et bien signé les transactions, mais que l'opération du serveur informatique est beaucoup plus décentralisée. Lido n'a pas le contrôle intégral de tous ces serveurs et ce sont des dizaines d'entreprises qui vont opérer ces différents validateurs. On voit quelques noms importants comme Everstake ou encore Skills qui s'appelle aujourd'hui Kiln, Stakefish, Figment ou encore Stackin. Ces différentes structures vont maintenir le serveur informatique, faire les mises à jour et donc finalement prendre la décision d'activer ou non certaines restrictions. Ce n'est donc pas Lido qui a le contrôle intégral sur le réseau, mais bel et bien les différents opérateurs qui vont maintenir ces nodes. Malgré tout, Lido pourrait par exemple imposer une certaine conduite ou alors retirer l'accès des 32 Ethers qui ne permettrait donc pas aux validateurs d'accéder au réseau. Encore une fois, ça n'a pas été fait, mais le fait que ce soit possible en fait réfléchir plus d'un. Mais ce n'est pas tout, il y a une deuxième grosse problématique qui fait réfléchir. Il s'agit de la localisation de ces validateurs. En effet, si on en croit les chiffres affichés par Etherscan, une majorité de nœuds Ether sont localisés aux USA. Je vous affiche le screen au moment de mon script qui explique qu'il y a 47% de ces nœuds aux États-Unis. Alors à première vue, c'est pas très étonnant si on compare aux acteurs qui gèrent ces validateurs, une grande partie étant des sociétés américaines. Mais avant de réfléchir un peu plus, il faut vraiment faire la distinction entre les nœuds, que l'on appelle des clients, et les validateurs. C'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il y avait 435 000 validateurs approximativement, alors que vous le voyez, on a 9000 nœuds qui ont été trouvés sur le réseau. Un nœud, tout le monde peut en avoir un. Un nœud, c'est un serveur qui ne va pas valider de blocs, c'est simplement un serveur qui va se charger de garder l'intégralité des informations de la blockchain et de les enregistrer. Il ne nécessite donc pas de bloquer 32 Ethers, il ne propose pas de bloc, il doit juste mémoriser l'entièreté du réseau et fonctionne dans cet orchestre global avec les validateurs à la consistance de ce dernier. Je vous affiche même à l'écran un deuxième graphique et vous allez voir qu'il existe différents types de clients, ce qui permet au réseau de ne pas reposer sur un seul langage de développement unique. Il est également plus résilient au cas où il y ait le défaut d'un client, il en restera toujours d'autres qui fonctionnent différemment, qui seront disponibles pour le réseau, le rendant ainsi plus résilient à une potentielle faille. Là où ça peut devenir problématique, ça va être plutôt sur un constat d'interprétation légale. Reprenons un exemple assez récent. Il y a un procès aux États-Unis à propos d'une ICO qui a eu lieu en 2018. Un influenceur, Ian Balina, a parlé d'une ICO, donc une levée de fonds en crypto-monnaie, pour faire très simple pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces différents termes. Et cette ICO a été considérée comme un scam et une émission de titres non autorisée et non enregistrée sur le sol américain. La loi américaine s'est donc posé une question. Sous quelle juridiction, puisque ça s'est fait sur le réseau Ether, devons-nous interpréter la loi et devons-nous sanctionner ou non l'influenceur Ian Balina? En l'occurrence, les États-Unis ont fait un raccourci très simple. Comme 47% des nœuds sont sur le sol américain, à ce moment-là, le réseau Ether est un réseau américain et c'est la juridiction américaine qui se devra de sanctionner l'influenceur. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous laisse avec ça et je vous laisse vous faire votre propre avis. En l'occurrence, c'est pas non plus n'importe qui, c'est la Security Exchange Commission et notamment son chairman, Gary Gensler, qui ont pris cette position. Ça fait naturellement peur parce que ça voudrait donc dire que la SEC, considérant que l'Ether est américain, pourrait se permettre de dire si l'Ether est un security token ou un utility token. Et vous savez que si c'est un security token, considéré donc comme une émission de titres beaucoup plus traditionnelle, elle doit être régulée beaucoup plus sévèrement. C'est d'ailleurs l'un des conflits qui oppose aujourd'hui le token Ripple, XRP, depuis quelques années, avec la SEC qui considérait Ripple comme ayant émis des titres sans autorisation préalable. D'ailleurs, en ce moment, le procès est un petit peu en train de se retourner, donnant un avantage à Ripple. En attendant, c'est ce que le cours de Ripple semble nous afficher sur les précédentes semaines. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais on aura bientôt le fin mot de l'histoire. Un problème de décentralisation pourrait permettre à une certaine juridiction d'interpréter un petit peu comme bon lui semble et de se considérer compétent pour apporter sa juridiction au réseau. Encore une fois, comme ce sont les nœuds, que les nœuds sont minoritaires, que ça ne concerne pas les validateurs, l'argument de la SEC semble plutôt fragile et pour l'instant pas vraiment pris au sérieux, mais ça pourrait poser problème à l'avenir. Et c'est pas fini. Il y a une troisième problématique qui pourrait potentiellement poser problème. Il s'agit de l'hébergement de ces fameux nodes et de ces infrastructures de validateurs. Et c'est le dernier gros argument qui vient questionner la décentralisation réelle ou non du réseau Ethereum. En effet, vous l'avez compris, il y a différents services, différents exchanges comme Lido, Kraken, Coinbase, etc. qui vont déléguer à différentes entreprises l'opération de validateur. Ce qui fait d'ailleurs que c'est plus décentralisé que ce qu'on pense, car même si c'est Lido qui a un tiers du réseau, il y a énormément d'entreprises derrière. Malgré tout, il faut savoir que ces entreprises vont avoir besoin de serveurs informatiques, ce que l'on appelle des infrastructures. Et différentes de ces entreprises peuvent passer par les mêmes infrastructures pour héberger leurs validateurs. Encore une fois, l'infrastructure n'est pas censée
théoriquement avoir le droit de prendre le contrôle du serveur, puisque c'est une location et que c'est donc du matériel informatique qui est à disposition de l'entreprise qui est censée en faire ce qu'elle veut. Mais regardons où sont hébergées la plupart de ces infrastructures dans le cloud. En effet, la plupart de ces entreprises vont avoir recours à des serveurs cloud et pas uniquement des serveurs et des infrastructures qu'elles ont à disposition physiquement. Selon Eternode, si on se penche sur la décomposition des services les plus utilisés, on remarque que plus de 50% des nodes sont hébergés sur le service cloud d'Amazon. On parle de 53% mi-septembre. Vous pouvez également voir quelques autres géants comme Hetzner ou Google Cloud ou encore OVH, l'entreprise On vous héberge qui est un géant français. Mais encore une fois, c'est à nuancer. On vient de voir qu'une grande majorité est par exemple chez AWS, donc chez Amazon, dans leur service cloud, mais on estime également, encore une fois selon Eternodes, que seulement 60 à 65% des validateurs sont hébergés dans le cloud. AWS représenterait donc 50% de 60 à 65% et donc pas la moitié de l'intégralité des nœuds sur le réseau. Il faut également comprendre que ça crée un risque de stabilité sur le réseau parce qu'un hébergeur pourrait dire du jour au lendemain, nos règles viennent de changer et nous refusons qu'une entreprise héberge des nœuds Ether chez nous. À ce moment-là, ça va créer de l'instabilité et les entreprises vont devoir se repositionner, trouver de nouvelles infrastructures, ça peut créer des mouvements sur le réseau et affaiblir momentanément ou plus durablement le réseau et la façon dont son intégrité est maintenue. Si on reprend le premier graphique, c'est par exemple le cas d'Hetzner Online qui représente aujourd'hui 11,6% des nœuds du réseau et qui a annoncé ne pas vouloir d'opération quelconque en lien avec le Proof of Work ou le Proof of Stake, le stacking donc et le maintien de validateurs ou de nœuds, sur son réseau. Ces 11% vont donc devoir retrouver repreneur. La plupart du temps, les entreprises regardent les caractéristiques techniques qui sont demandées, mais en payant le moins possible, histoire de rentabiliser l'opération de ce nœud. En conclusion, il est donc vrai de souligner qu'il y a des problématiques et des arguments totalement recevables qui peuvent remettre en cause la décentralisation potentiel du réseau Ether. La décentralisation permettrait des abus, même s'ils n'ont pas lieu, la blockchain repose sur un principe simple, ils ne doivent pas être possibles. Et c'est ce qui lance énormément de débats en ce moment sur le réseau Ethereum. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, l'admet lui-même dans une interview. Vous avez d'ailleurs toutes les sources de la vidéo et le lien de cette interview dans la description. Il se veut toutefois rassurant avec la communauté et explique qu'il n'y a pas eu de point de non-retour qui a été franchi. Selon lui, les arguments et les chiffres sont des points de vigilance à surveiller et ayant conscience de tout cela, parce que le réseau est transparent, il s'agit de points importants sur lesquels doit travailler l'intégralité des parties prenantes du maintien de ce réseau. Il faut être conscient des risques pour pouvoir les mitiger, selon lui. En effet, vous n'êtes pas sans le savoir, en passant du Proof of Work au Proof of Stake, le réseau Ether a diminué sa consommation énergétique de 99,95%. Aucune blockchain de cette taille-là ne l'avait fait précédemment. C'est donc totalement nouveau et maintenant c'est la centralisation du réseau qui peut être mise en jeu. En l'occurrence, beaucoup de gens ont vu le passage du Proof of Work au Proof of Stake. C'est en réalité un changement de paradigme, un changement de consensus qui vient apporter certains avantages au détriment d'autres choses, en l'occurrence la décentralisation. Les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était très important pour moi de vulgariser et d'expliquer ces différents points, car c'est des vraies questions qui mènent à des réflexions intelligentes et qui contribue finalement à constituer les standards de blockchain que l'on utilisera demain. Beaucoup de gens ont vu le passage du Proof of Work au Proof of Stake comme une évolution, mais en fait pas du tout. C'est simplement un changement de paradigme et un changement d'axe et de méthode de fonctionnement. Bitcoin est toujours sur Proof of Work, ce qui lui garantit un certain niveau de sécurité. Ethereum innove aujourd'hui, diminuant ainsi sa consommation énergétique de 99,95%, mais maintenant, il faut se poser les bonnes questions sur sa décentralisation et donc sur la sécurité du réseau. Si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, c'est très important, ça permet de référencer la vidéo. Un petit pouce bleu ne fait pas de mal et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou dimanche prochain sur mon Twitch pour le récap de l'actualité de la semaine. Au revoir!